maintenant, nous allons enchaîner avec les ateliers. Le premier atelier porte sur sécurité, imagine tous les possibles. C'est un atelier très particulier parce qu'il concerne l'autisme, la question de l'autisme en Côte d'Ivoire. Et c'est un retour d'expérience de formation de jeunes et de femmes à l'entrepreneuriat et au nouveau métier du numérique, mais dans la perspective de la prise en charge de l'autisme. Et nous avons une personne de qualité pour présenter cet atelier. Il s'agit d'une docteure en informatique qui est par ailleurs directrice exécutive de la Fondation Jeunesse Numérique. Mesdames et messieurs, honorables chefs, je vous prie d'accueillir Dr Linda Nanan Vallée, qui est notre speakerine. Bonjour à tous. À force de courage, de persévérance, beaucoup de travail. Et je pense que c'est très positif que vous soyez tous là aujourd'hui pour les soutenir, pour montrer que l'intérêt est présent. Alors, le premier atelier a pour thème « Sécurité, imagine tous les possibles ». Mais en fait, réellement, le thème est à l'interface entre sécurité, humain également, TIC, neurosciences, psychologie sociale, robotique. C'est un thème assez large. Je pense que maman Mariam m'a demandé de faire ce partage d'expérience parce qu'elle a été interpellée par le thème de mon doctorat en informatique. C'est de l'informatique appliquée, ce n'est pas un sujet dont on a l'habitude, et le thème était le suivant. Interaction sociale avec des personnes autistes via un jeu d'imitation gestuelle impliquant un robot assistant. C'est de l'informatique, ça. C'est de la robotique, c'est des neurosciences, on parle d'autisme. Qu'est-ce que c'est encore? Il y a de la psychologie sociale aussi dedans. Et je pense, quand on lit justement, vous savez, la première phrase de la description des ateliers, qui dit « Organisés par Africa Web Festival, les ateliers de la 9e édition sont conçus pour donner l'opportunité à tous, sans distinction, de découvrir ou de redécouvrir ce qu'offre le digital de mieux et l'opportunité de vivre le numérique sans crainte. Dans ce qu'offre le digital de mieux, il y a aussi ce que le digital peut faire pour améliorer la condition de l'homme. Ce que le digital peut faire, spécifiquement dans mon cas, pour améliorer les interactions sociales avec ces personnes autistes, donc leur meilleure intégration à la société. Vous me suivez? Le 6 décembre, il y aura le tout premier colloque en Côte d'Ivoire sur l'autisme. C'est la première fois qu'on va en parler dans un colloque national. C'est une question qui est peu connue, mais dans vos familles, vous avez peut-être des personnes autistes. L'autisme est caractérisé par un déficit dans la communication. On a du mal à communiquer. En particulier, un déficit dans les interactions sociales. On ne sait pas trop comment interagir avec les autres. Comment s'intégrer dans un groupe quand il y a déjà une conversation qui est en cours? À quel moment je prends la parole? Quels sont les indices dans les expressions faciales de l'autre, par exemple, qui vont me permettre de savoir que maintenant, c'est à mon tour de parler? Comment je reconnais les émotions quand quelqu'un est un peu fâché, un peu triste, surpris par quelque chose que je viens de dire? Tout ça, c'est difficile à comprendre pour les autistes. Donc, pour certains qui ont un autiste dans la famille, c'est un sujet dont on ne parle presque jamais, et ça fait du bien de savoir que c'est un sujet qu'on commence à regarder de près. Et le numérique, même sur ce sujet-là, peut être utile. Le numérique peut venir améliorer la qualité de vie de différentes catégories de la population. Et je pense que ça, c'est quelque chose à toujours garder à l'esprit. J'ai beaucoup apprécié du panel qu'il y a eu, le deuxième panel, l'insistance sur l'importance des vraies relations sociales.
L'un des panélistes vous a dit votre frère, votre sœur, votre ami qui vous énerve parfois, votre collègue qui parfois vraiment est à 2 doigts de vous faire atteindre votre limite de patience. Mais ce sont les personnes précieuses que Dieu a mises à côté de vous. Et ces interactions sociales-là sont extrêmement précieuses. Il y a eu une étude qui a montré que le facteur principal de bonheur, ce n'est pas ce qu'on pourrait penser habituellement. Ce n'est pas la quantité de biens matériels qu'on a. Ce n'est pas le fait d'avoir énormément d'argent, tellement qu'on peut nager dedans, comme certains qui ont connu un dessin animé, Picsou, n'est-ce pas, qui nageait dans ses pièces et qui était très heureux. Non, cette étude-là a montré que le plus important, c'est la qualité des interactions sociales qu'on a avec les autres personnes. C'est une étude qui a été menée sur plus de 75 ans et qui a prouvé cela. Donc, chérissons nos interactions sociales. Ce n'est pas simple. Ce n'est pas simple, mais il ne faut pas s'arrêter aux premières réactions. Il ne faut pas s'arrêter à la première sensation qu'on a. Quand quelqu'un est différent de nous, quand quelqu'un fait quelque chose qui est contraire à ce que nous-mêmes pensons, quand quelqu'un a une opinion très différente de la nôtre, il est vraiment important de rentrer en soi et de savoir que cette personne-là, elle reste un trésor dans ma vie. Donc chérissons vraiment nos interactions sociales. Le numérique, comment il nous a permis en particulier d'améliorer les interactions sociales avec des personnes autistes? Le processus de l'imitation, vous savez, quand on imite quelqu'un, par exemple, vous êtes dans le bus et vous remarquez qu'il y a une personne qui fait exactement ce que vous faites en vous regardant du coin de l'œil. Vous levez la main pour gratter un peu le front, le sourcil, la personne le fait aussi. Vous prenez quelque chose dans votre sac, la personne fait la même chose, discrètement. Même si vous ne parlez pas, il y a une interaction qui va s'établir entre vous. Il y a un lien, parce que vous voyez que l'autre vous a remarqué. Vous voyez ce que je veux dire? Et cette imitation-là, il a été prouvé qu'en la pratiquant, en apprenant à imiter, on améliorait ses interactions sociales. Et pour imiter, l'informatique peut aider. Imaginez dans un centre spécialisé de prise en charge d'autistes. On voudrait pratiquer l'imitation, mais les éducateurs spécialisés auraient à répéter les mêmes gestes tous les jours, incessamment, pendant des périodes assez longues. Vous comprenez qu'il pourrait y avoir une pénibilité du travail par rapport à ça, n'est-ce pas? Un robot assistant peut, s'il est bien programmé, d'accord, parce qu'on parle d'intelligence artificielle, mais ce n'est que ce qu'on programme dans le robot, bien sûr, dans le cas du machine learning, on va un peu plus loin avec le deep learning, mais un robot peut être en charge justement d'effectuer ces différents gestes et d'amener les personnes autistes à imiter, avec une pratique régulière, quotidienne, sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et il a été prouvé justement qu'en pratiquant cette imitation, il est effectivement possible d'améliorer les interactions sociales avec ces personnes. Donc vous voyez, voilà un cas de figure dans lequel on ne s'attendrait pas forcément à voir le digital. C'est spécifique, ça concerne une catégorie de la population qui est souvent oubliée, mais le digital a aussi sa place là et vient transformer des vies juste là. Le digital est extrêmement puissant. Donc je vous invite à innover, je vous invite à regarder les difficultés que vous pouvez observer autour de vous, à regarder les personnes qui souffrent peut-être, des personnes oubliées, des personnes handicapées, et à savoir comment utiliser des ressources technologiques au service de ces causes-là, des causes qui vous tiennent à cœur, des causes qui sont importantes pour l'humanité. D'accord ? Ne restons pas dans notre bulle de techniciens et veillons toujours à avoir un apport qui serve l'autre, un apport qui vienne servir l'humanité, qui vienne améliorer notre société, qui vienne améliorer la petite communauté
dans laquelle on est. C'est quelque chose de très important. Ne choisissez pas un métier juste parce que c'est à la mode. Ne choisissez pas une spécialité. Je veux être data scientist. Oui, c'est bien, mais pour faire quoi avec? Dans quel domaine? Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce que je voudrais aider à faire dans ce domaine-là? Pour l'appliquer dans quel cas de figure? Et qu'est-ce que ça apporte à la société? Qu'est-ce que ça va changer pour mes parents agriculteurs? Qu'est-ce que ça va changer pour des personnes handicapées? Restez toujours dans cet état d'esprit de service à l'autre. C'est extrêmement important et notre monde en a besoin. En tant qu'enseignante-chercheur, j'ai mené ces travaux de recherche dont je viens de vous parler. De 2016 à 2019, j'ai également été conseiller technique de plusieurs ministres en charge de l'économie numérique. Et en 2019, je me suis retirée du cabinet ministériel pour avoir plus de temps pour me consacrer justement à cette thèse de doctorat. Parce qu'elle n'allait pas se faire toute seule. Au bout d'un moment, il faut s'asseoir, s'enfermer et travailler jour après jour. Et c'est long. Ce n'est pas facile, une thèse de doctorat. Merci. À partir de 2016, mais vous pouvez le faire, c'est une question de passion et de volonté. Chaque personne peut le faire. Il faut avoir un sujet de cœur, un sujet qui vraiment est important pour vous, et ensuite être capable d'avoir cette constance dans le travail, et cette patience et cette abnégation-là. Voilà. Donc, ce que je voulais ajouter, c'est que dès 2016, la Fondation Jeunesse Numérique a été créée à l'initiative du ministère en charge de l'économie numérique. Et l'objectif était justement de détecter des porteurs de projets innovants et de les accompagner en termes d'incubation, en termes d'accélération. Juste avant moi, une des startups accompagnées par la Fondation est passée. Donc, et dans le groupe, justement, l'association des startups, il y en a 8 sur 15 qui ont été accompagnés justement par la Fondation. Dans le cadre de cette fondation, il y a eu ce qu'on a appelé une caravane jeunesse numérique. D'accord. La caravane jeunesse numérique a visé à sensibiliser, former des jeunes à l'intérieur du pays, dans les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Donc à peu près 18 régions aujourd'hui, je pense, sur les 31. Par des ateliers de sensibilisation à l'entrepreneuriat, de formation, par exemple, éducation financière, entrepreneuriat, comment créer un site web, l'identité numérique, mon personal branding, mon marketing digital, comment gérer tout ça grâce à des outils numériques. Et le lien que je voudrais faire, qui est important, c'est que souvent, on parle de sécurité comme étant une sécurité purement technique. La cybersécurité, on imagine d'abord des outils techniques, des pare-feux, firewall, pour ceux qui sont dans le domaine, pour filtrer les flux qui auront le droit de passer sur mon réseau. Des systèmes de détection d'intrusion pour empêcher quelqu'un de l'extérieur qui n'a pas le droit de venir dans mon réseau de justement s'infiltrer, etc. Mais dans la cybersécurité, il y a des aspects très importants qu'on oublie parfois. C'est la formation et la sensibilisation. Parce que vous avez beau avoir le système technique le plus performant, le plus élaboré qui soit, avec des antivirus, des pare-feux, des systèmes de détection d'intrusion, etc., si vos utilisateurs ne sont pas sensibilisés et que, par exemple, dès qu'ils reçoivent un email indiquant « cliquez sur ce lien pour gagner 3 millions de francs CFA », vous savez ce que c'est, ils sont prompts à cliquer sans avoir ce réflexe de l'utilisateur sensibilisé qui se dit « attention, ça peut être une attaque », ou alors qui ont tendance, pour se souvenir d'un mot de passe, à l'écrire simplement et à coller le petit bout de papier en dessous de leur clavier, en pensant que c'est très sécurisé. Si vous avez ce type de failles, les failles au niveau humain, votre système de sécurité est profondément défaillant. Donc, l'humain, finalement, est au cœur de la sécurité. Là, je fais le lien entre ces deux thèmes-là, parce que c'est important.
ne considérons pas la cybersécurité uniquement comme ces méthodes techniques qui permettent de se protéger et qu'uniquement les experts sont capables de mettre en œuvre. L'humain, l'utilisateur, est l'une des premières failles réellement dans un système de sécurité. Okay. Par exemple, dans le cadre de nos travaux de recherche dont je vous ai parlé tout à l'heure, un aspect sécuritaire important était que l'adolescent autiste ne soit pas trop perturbé émotionnellement, psychologiquement, par cette nouvelle expérience avec un robot assistant. Donc, il a fallu procéder de manière vraiment progressive, faire des premières sessions expérimentales pour évaluer le premier contact entre l'adolescent autiste et le robot, voir sa réaction, lui donner le temps de s'habituer, voir si il ou elle avait tendance à s'éloigner, s'il y avait un peu de peur, voir si petit à petit on arrivait à créer un intérêt en ayant une orientation du corps et de la tête du participant vers le robot, vous voyez, petit à petit, parce que la stabilité psychologique, la stabilité émotionnelle des participants était plus importante que d'avoir des résultats techniques dont on aurait pu se vanter. Donc ces aspects sécuritaires, ces considérations sécuritaires ne sont pas celles auxquelles on pense a priori quand on parle de sécurité. Mais la sécurité physique, la sécurité émotionnelle, la sécurité psychologique des personnes qui participent à des expérimentations ou simplement des personnes, des utilisateurs de nouvelles technologies. Elles sont importantes, ces formes de sécurité auxquelles on ne pense pas souvent. Est-ce que quelqu'un, par exemple, pourrait partager une expérience qu'il ou elle a eue sur une nouvelle technologie, une application, un contenu qu'il ou elle a rencontré un jour et qui lui a causé un trouble? C'est-à-dire avec lequel on n'est pas tout à fait à l'aise et qui nous cause un trouble. Docteur, maintenant nous abordons la phase de discussion oui, avec le... C'est interactif. Ok, donc maintenant, docteur vous donne aussi la possibilité de parler. Et si vous voulez prendre la parole sur cette question, voilà. Le micro va circuler dans la salle pour permettre au public de s'exprimer. Vous levez simplement la main et vous donnez votre témoignage si vous avez été perturbé dans votre C'est contact. interactif. Hein. Pensez juste à une expérience que vous avez pu avoir au niveau des technologies. Quelque chose qui était nouveau et qui a pu soit bouleverser vos habitudes, vous causer un trouble particulier, un contenu, une technologie. C'est vrai que la salle est constituée de beaucoup d'étudiants. Les jeunes, les enfants et les jeunes sont connus pour avoir une très grande capacité d'adaptation. Il y a des personnes âgées également qui ont su s'adapter à la nouvelle façon, par exemple, de payer en utilisant les technologies sans problème. Mais parfois, il y a des choses qui sont nouvelles et qui peuvent nous perturber. Bon, on a une majorité de jeunes, donc je vois que pour vous, la transition s'est faite de manière très fluide. Docteur, moi, en tout cas, mes enfants Oui. m'ont obligé à aller sur TikTok. Je n'avais pas toutes les tactiques et je vous assure que ça a failli me rendre toc-toc. Qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'ils m'ont obligé à danser à Zalaka Peou, à me filmer et à passer ça sur le net. Vous l'avez fait? Je l'ai fait, oui. Ça s'applaudit. Pour Ça être en s'applaudit, il a harmonie. osé, pour être en harmonie avec eux. Pour être en harmonie avec eux. Mais ce n'était pas évident. C'était pas évident parce qu'il y a beaucoup d'implications sur la question de l'image, sur la question de... Tout à fait. Tout à fait.
J'ai vu également une vidéo d'un grand sportif, un grand basketteur, qui a fait une petite danse sur TikTok, qui était très, très osée. Il fallait y aller. Donc effectivement, en termes d'image, de respectabilité, etc., il y a beaucoup de choses qui sont remises en question. Mais en même temps, ça permet de ne pas trop se prendre au sérieux. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Voilà. Donc c'est pas plus mal, parce que cela. parfois aujourd'hui, on est un peu guindé. C'est ça. Et c'est bon de casser aussi les barrières. Absolument. Dans une certaine limite, bien sûr. Est-ce que vous avez des questions de manière globale? On a parlé de comment les technologies de l'information et de la communication doivent pouvoir servir vraiment la communauté, contribuer à améliorer l'état de notre monde en venant résoudre une problématique particulière. Et cette réflexion-là, c'est vraiment à vous de la mener. Chacun a son historique, chacun a sa vie, chacun a son environnement, sa communauté. Donc les problèmes que toi, par exemple, tu vas identifier et que tu pourras essayer de résoudre par ton innovation ne seront pas les mêmes que ce que monsieur ou madame pourrait identifier à son niveau. Est-ce que quelqu'un peut essayer de partager aujourd'hui quelle est sa passion et est-ce qu'il ou elle voit comment allier le digital avec sa passion dans son domaine d'intérêt? Il faut que le digital sorte de la bulle technique. Essayez de vous mettre en situation. Quelle est votre passion et comment le digital peut venir apporter quelque chose? Comment vous pouvez allier les deux aujourd'hui au service de la communauté? Qui veut essayer? Vous avez tous des passions, j'espère. C'est important dans la vie. Il faut avoir quelque chose qui vous donne envie de vous lever le matin avec le sourire, de sortir de la chambre avec le sourire, et d'affronter les difficultés, parce que des difficultés, il y en aura toujours. Tu veux essayer ? Mademoiselle, quelle est ta passion? Dis-nous. On a un micro? Le micro par là-bas, sur la droite. Devant. Lève-toi. Le micro est juste derrière toi. Il arrive. Partage-nous ta passion. Lève-toi, ne sois pas timide. Vas-y. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour. Je me nomme Comparé Ramata. Ma passion dans la vie active, c'est d'être comptable. Tu aimes les chiffres. Tu aimes vraiment ça. Oui, oui. Ok. Et aujourd'hui, le numérique t'est utile. J'aime pas trop les réseaux. J'utilise pas et je sais pas comment ça marche. Il n'y a pas que les réseaux dans le numérique. Tu utilises le numérique, de fait, tu utilises un logiciel de comptabilité. Pas encore. Non, mais ça va venir. Oui, oui, cette année. D'accord. Tu utilises des feuilles de calcul, n'est-ce pas? Oui. On ne citera pas de nom de produit ou d'éditeur, mais tu vas utiliser le numérique de toute façon. Oui, oui. D'accord. Aujourd'hui, par exemple, dans ton environnement, est-ce qu'il y a une problématique, quelque chose qui t'interpelle, quelque chose pourquoi tu aimerais pouvoir apporter une solution un jour? Peut-être pas tout de suite, peut-être dans longtemps. Mais oui, bien sûr. Quoi, par exemple? Pour faciliter peut-être les achats des produits à travers le numérique, bien sûr. D'accord. Faciliter l'accès, voilà, d'accord, aux produits. d'un besoin, voilà, d'un Ok. besoin. Donc on appelle ça comment? Tout ce qui est achat en ligne Bon, entrepreneuriat, et le e-commerce pour te permettre justement d'avoir accès aux produits Oui, oui. en ligne. Est-ce que quelqu'un... Merci beaucoup. Merci, on peut l'applaudir parce qu'elle a eu le courage de se lever. C'est pas Merci. toujours facile. J'ai remarqué que tu étais très attentive, mais je suis aussi que tu étais timide. Or, c'est important de sortir de sa timidité. D'accord? Oui?
Le micro, il y a quelqu'un, oui, ici et là-bas aussi. Edwige Lia, moi je suis heureuse de vous entendre, Madame le docteur, et je suis fière de vous. Merci beaucoup. Voilà, moi ma passion c'est de découvrir en fait des choses cachées. J'aime me balader dans la nature, rencontrer de nouvelles personnes et ça me fait du bien. Donc je ne sais pas dans quel sens le numérique peut me servir en fait. Et je pense que quand je me promène aussi, je vois que le numérique nous permet aussi de découvrir des zones éloignées. Je ne sais pas si dans ce sens-là, le numérique intervient, je ne sais pas trop. Mais je pense qu'à travers, peut-être si je suis dans une zone très éloignée de ceux qui sont ici, à travers mes balades, je peux peut-être partager des informations, des vidéos, pour permettre à ce que ceux qui ne connaissent pas, par exemple, la zone où je suis allée visiter, et puissent découvrir peut-être la beauté, tout ce qu'il y a pour leur permettre peut-être de se divertir, ou bien de découvrir la zone où j'ai découvert peut-être une belle pierre que la nature ou Dieu qui a déposée dans l'univers va me ressourcer en fait. Donc moi, je pense que le numérique nous fait du bien, ça nous permet de découvrir, peut-être on n'est pas allé en Chine, mais on découvre la Chine, les mers de la Chine, et je pense par que des visites virtuelles. Voilà. Et vous voyez, ça me fait penser à une start-up, c'est une jeune femme qui doit avoir à peine, elle s'appelle Yolande, 23 ans ou 24 ans, qui a ce projet-là de développer dans le secteur de l'e-tourisme des visites virtuelles pour permettre justement de mieux découvrir les différentes régions de la Côte d'Ivoire. Je vois nos autorités traditionnelles qui sont là. Je pense que c'est un projet qui peut toucher parce que véritablement, beaucoup de personnes ont l'envie mais n'ont pas la possibilité. Et c'est bien de pouvoir justement utiliser le canal des visites virtuelles pour apporter ces beautés-là, comme vous dites, les beautés de la création à elles. Merci, je pense qu'on peut l'applaudir pour le partage. Il y a une personne là. Ah, il y a un monsieur. D'accord, allez-y, s'il vous plaît. Allô, bonjour. Bonjour. C'est Amara Djarasuba du groupe Média Al-Bayan. Moi, ma passion, naturellement, c'est le journalisme. Et je pense que le journalisme, aujourd'hui, c'est quelque chose qui n'est plus à présenter. Et comme vous venez de le dire, je pense qu'il rentre en ligne de compte dans le numérique, dans ce sens que l'essence même du journalisme est la quête, ou du moins la recherche de l'information. Et sans l'information, le monde ne serait pas monde. Et comme j'ai pour habitude de le dire, le but du journalisme, c'est la quête, la fouille de l'information. Et on ne peut pas en même temps être dans tous les endroits de façon systématique. Donc je pense qu'à travers le numérique, on arrive à avoir un regard panoramique sur, on peut dire, l'aspect mondial. Donc je pense que le numérique et le journalisme sont deux choses qui font un. Donc il y a une certaine symbiose qui les lie. Donc je pense que c'est... Maintenant, en ce qui concerne peut-être l'aspect, le problème qui peut peut-être rejaillir dans l'exercice de ma fonction, je pense que c'est la multiplicité de ce qu'on appelle le fake news. Enfin, les fake news, c'est quelque chose qui est vraiment une gangrène pour toutes les sociétés actuelles. Donc je pense que si le numérique peut s'adjoindre au journalisme pour essayer d'égrener tant soit peu un certain nombre de choses qui pourraient naturellement essayer de voilà, baliser les choses pour que le journalisme puisse être respecté comme il a toujours été respecté, pour que vive le monde sans fake news. Merci. Merci beaucoup. J'en profite pour partager avec vous le fait qu'au niveau du ministère en charge de l'économie numérique, il y a un projet depuis déjà quelques mois qui est en train de se consolider sur justement la gestion des fake news. Parce que comme vous l'avez dit, c'est quelque chose qui affecte véritablement la perception même qu'on a de votre profession, mais c'est indépendant de votre volonté, le fait qu'on puisse retrouver autant d'informations erronées à disposition de tout le monde. Donc il y a un projet
qui est vraiment suivi personnellement par Monsieur le ministre de l'économie, de la communication et de l'économie numérique par rapport à votre préoccupation. Et ce qui est bien par rapport à notre thème, c'est que vous remontez ici un élément clé en termes de sécurité aujourd'hui. La sécurité, l'intégrité des données est quelque chose de fondamental. Parce que ça a un impact beaucoup plus profond que ce qu'on peut penser, puisque le fait d'être inondé de fake news, ou même ne serait-ce que de voir une fake news à un moment donné, a un impact sur l'équilibre, même psychologique, de la société. Parce que ça crée, de fil en aiguille, des réactions de panique. Tout le monde parle de la même chose pendant toute une journée, donc des baisses de productivité, alors qu'à la base, l'information était fausse. Il y a beaucoup d'impacts qui ne sont pas encore mesurés profondément en termes sociologiques, etc. C'est vraiment un fléau. Je vous remercie d'avoir partagé ça avec nous. On m'informe qu'il ne nous reste que quelques minutes. Je vous demande de l'applaudir, s'il vous plaît. Nous allons prendre deux questions. D'accord, donc le docteur ici et va là-bas. conclure. Voilà. Je disais que je voulais vous remercier. Vous remercier et saluer l'assistance. Je suis Atumbre Jean Jaurès, ingénieur informaticien au ministère des Affaires étrangères, consultant, formateur. Au regard de votre exposé, une seule question. Est-ce qu'il faut revoir le programme de formation en matière de TIC en Côte d'Ivoire? Merci. Merci beaucoup pour la question. Je pense que, comme vous le savez, les curricula, généralement, sont remis à jour régulièrement. Ce qui est très important, c'est d'avoir une cohérence entre les besoins du secteur privé et les curricula de formation, puisque ce qu'on recherche, évidemment, c'est l'employabilité des étudiants derrière. Et puis en plus, comme on est dans un domaine où les choses évoluent assez vite, comparativement à d'autres, il est indispensable de faire cette révision-là. Pour ma part, j'enseigne à l'ESATIC, ici à Treichville, qui est l'École supérieure africaine des technologies de l'information et de la communication. Et en termes de révision, de mise à jour des curricula, cela est fait avec vraiment une collaboration très étroite avec le secteur privé. C'est une école publique. Pour les établissements privés, bien sûr, ça relève de la volonté du chef d'établissement, mais c'est une recommandation qu'il faudrait évidemment diffuser à tous, puisque c'est un secteur dans lequel on ne peut pas rester sur ses acquis pendant des années. Sinon, on perd complètement le train. Donc, absolument. Absolument. Merci beaucoup. Je pense qu'il y avait une main levée là-bas depuis longtemps à priorité. À la jeune dame. Allons-y. Bonjour à tous. Moi, c'est Camara Nou, étudiante à l'Université virtuelle de Côte d'Ivoire. Bon, ma passion, c'est le numérique. J'ai toujours aimé le numérique. Le e-commerce, le développement d'applications, le UX design, tout ça. Maintenant, ce que j'aimerais apporter à la communauté, c'est de créer une communauté d'handicapés, leur former et ensuite, comment on appelle ça? Leur proposer aux entreprises en tant que freelance. Comme ça, puisque les handicapés, la plupart ne peuvent pas se déplacer, bon, comme c'est en freelance, ça sera un peu facile pour eux d'avoir un peu de revenus à la fin du mois. Travailler de la maison, oui, avoir oui. cette flexibilité-là. Oui. Ce que je peux te recommander par rapport à ça, parce que c'est un bon projet, c'est de faire ce qu'on appelle une petite concept note. Quand vous avez des projets, ne les laissez pas dans votre tête. Prenez le temps d'écrire, ne serait-ce que 2 pages, une page et demie, 2 pages, qui expliquent bien pourquoi votre projet a du sens, pourquoi il est pertinent, ce que vous proposez exactement et les impacts positifs que ça peut avoir. Et puis évidemment, s'il y a des risques, des choses auxquelles il faut faire attention, soyez aussi honnête par rapport à ça.
prend la peine de faire ce travail-là. Chacun, autant que vous êtes, les jeunes en particulier, quand vous avez une bonne idée, ne la laissez pas dans la tête. Parce que les semaines passent, les mois passent, les événements arrivent, on peut oublier et perdre des choses qui auraient pu être importantes pour sa communauté, pour le développement. Donc il faut faire cet effort-là, d'écrire ce qu'on appelle des notes conceptuelles, donc juste 1 page, 2 pages, sur ce que vous avez dans la tête, avec tous les détails, pendant que c'est frais, pendant que Dieu vous a inspiré, il faut le mettre par écrit. Donc pourquoi pas le faire, et puis commencer à travailler dessus, et envoyer un courrier au ministère en charge de l'économie numérique, qui a une direction qui s'occupe entre autres des questions d'accessibilité au numérique pour les personnes handicapées justement, et puis voir quelque chose. Tu auras planté une graine quelque part. Tu vois ce que je veux dire? Donc ne laissez pas vos projets, je dirais, sans l'impact qu'ils pourraient avoir. Ça, c'est quelque chose vraiment de très important. Faites ce travail-là. Je pense qu'en termes de temps, on est un peu limité. On est arrivé au bout de notre temps. Voilà, merci beaucoup pour toutes les contributions. Les aspects sécuritaires, on avait très peu de temps. On n'allait pas aller en détail dans les aspects techniques, etc. Mais ce que je voulais vraiment dire, c'est que la sécurité, ce n'est pas que la technique, et que dans la sécurité, la cybersécurité, il y a la formation, il y a la sensibilisation. Donc le fait que vous soyez là aujourd'hui pour vous former, pour être imprégné de certaines choses qui ont trait à ces différents sujets, ça fait partie, vous voyez, des actions importantes qui contribuent à la sécurité globale de notre espace numérique. Merci, Dr Linda Nanan Vallée. Merci de nous avoir enseigné sur le numérique dans sa relation avec l'humain. Attendez que je fasse une pause avant de me parler parce que c'est difficile d'écouter en parlant.